On en oublierait presque que Cuba est avant tout une île. Des kilomètres de littoral que lorgne l'économie du tourisme, comme à Varadero ou à Cayo Coco. Un danger supplémentaire pour le corail qui souffre déjà du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Cuba n'est pas épargné par ces phénomènes. Juliette est sur le front. Elle est biologiste marine. Elle mène un programme de surveillance et de recherche sur le corail, source de toute vie sous-marine. Nous arrivons sur l'un des nombreux sites de plongée de la région. Il s'appelle Punta Perdiz. C'est un site facile d'accès, pratique, avec une grande visibilité. On y trouve des récifs assez représentatifs de la région. C'est un de mes sites préférés. On dirait qu'il y a pas mal de Polonais qui sont venus faire de la plongée. Bonjour! Je suis en train de semer des coraux en ce moment. Tu es déjà en train de semer? J'y crois pas. Ils sont en train de recouvrir la zone. Oh, c'est génial! Bravo! Attention à ce que ça soit assez profond. En allant par là-bas, jette un œil sur mes petites boutures. Il a semé des coraux. C'est super. Le tourisme est une bouffée d'oxygène pour l'économie cubaine. Mais du point de vue des protecteurs de l'environnement, c'est un réel danger, une source de déséquilibre. La fréquentation a vraiment augmenté dans cette zone. Il faut dire que c'est un endroit très pratique pour la plongée, facile d'accès. En plus, son écosystème est plutôt bien conservé, avec une grande diversité d'espèces, dont certaines sont rares. Et cela le rend vraiment unique et attractif parmi tous les écosystèmes de l'archipel de Cuba. Mais tous ces touristes constituent une vraie menace. Durant la période estivale où la température augmente, il y a blanchissement du corail. L'espèce est alors beaucoup plus vulnérable. Il faut la préserver, la manier avec précaution. C'est le défi des guides qui font visiter cette zone. Les récifs montrent une grande vitalité et il y a une grande surface de corail vivant. Et d'autre part, il y a pas mal de poissons herbivores qui sont essentiels pour les récifs, car ce sont des régulateurs d'algues et ils peuvent être en concurrence avec les coraux au niveau de la place. Et cela nous satisfait énormément. Ce sont de vrais indicateurs abiotiques qui nous prouvent que les récifs sont dans de bonnes dispositions. Là, ce sont des structures artificielles qui sont identiques à celles que l'on teste dans d'autres endroits des Caraïbes. Cela a pour but de reproduire des coraux de manière accélérée. C'est une structure qui se trouve dans la colonne d'eau et nous pensons que le corail, de cette manière, ne dépense pas beaucoup d'énergie. Il se trouve alors dans une position confortable pour s'alimenter.
Cela faisait environ 6 mois que je n'étais pas allée la voir. Ça a beaucoup poussé. Ils ont tellement poussé. Et ils sont en parfaite santé. Il s'agit d'une espèce qui grandit d'environ 10 cm par an. Et sur cette structure, les statistiques montrent qu'elle grandit plus vite. Il semble que le procédé permet une meilleure alimentation de l'espèce. Donc on va parier dessus. Avec ça, nous pourrions peut-être restaurer le corail. Nous sommes ici sur les plateformes où l'on séchait le café. Buena Vista comptait jusqu'à 200-210 esclaves. Ici, on décortiquait et on sélectionnait le café. Fidel Hernandez a consacré sa vie à la préservation de la réserve de la Sierra Rosaria. Dans cette région, on avait pratiqué une agriculture et un élevage intensif du temps de la colonisation espagnole. En 1968, il n'y avait pratiquement plus de végétation sur cette montagne. Il y avait seulement des prairies qui étaient utilisées en plus pour des élevages. Et entre ce monde et la renaissance du paysage aujourd'hui, la différence est vraiment incroyable. Pour arriver à ce résultat, il a fallu construire plus de 1500 km de terrasses et planter environ 7 millions d'arbres. C'est pour cela que ce lieu s'appelle Las Terrazas. Ce fut un effort que je qualifierais de surhumain. Il travaillait 24 heures par jour, avec la conviction et le désir de faire ici quelque chose d'unique. C'est un exemple à suivre, non seulement pour nous, pour notre pays, mais pour le monde entier, où chaque année la couverture forestière se réduit à l'échelle mondiale de 22 millions d'hectares. Cela montre que l'on peut récupérer cette merveille pour les générations futures. Ici, nous avons la fleur de la Marawa. Il existe un nombre considérable de plantes qui ont des propriétés médicinales. Par exemple, ici, nous avons une plante dont le nom latin est Halophilus communia. Et ses feuilles sont utilisées pour réduire le niveau de sucre dans le sang et soigner le diabète. On ne peut pas dire que nous sommes bien sûr en présence d'une forêt primaire, mais nous retrouvons des caractéristiques similaires à ce qu'était la forêt primaire. La densité, la variété des espèces et sa structure. Mais c'est un processus très long pour que l'on retrouve toutes les spécificités d'une forêt primaire et celle de la Sierra Rosaria. Ici, en haut de cet arbre mort, il y a un carpentier. C'est un oiseau endémique. Là, en haut, avec la tête rouge.
Là-bas, tiens, à peu près à 10 mètres, on peut voir le tokororo, juste là devant, à 5 mètres de haut environ. Le tokororo, c'est l'oiseau national, parce qu'il a les couleurs de notre drapeau, rouge, blanc et bleu. C'est un oiseau craintif, mais facilement localisable quand il chante. Quand j'ai commencé mes études ornithologiques dans la forêt, ici, on comptait une soixantaine d'espèces d'oiseaux. Et aujourd'hui, nous en avons 119. Cuba a le plus important patrimoine de biodiversité de toutes les Caraïbes. Il est donc nécessaire de le conserver et d'en prendre soin.